je ne dis pas qu'on nous le promet, parce que souvent on le combat en même temps, qu'il serait un futur transhumaniste, à savoir avec des hommes augmentés, une vie très allongée, certains dont vous promettez même la mort de la mort, l'immortalité depuis le temps qu'on en rêvait. Au fond, c'est un futur plutôt positif, optimiste. Après, ça... Je suis pas sûr que ça nous rende très heureux, mais au moins, l'un comme l'autre, vous avez l'air de dire, mais oui, mais c'est pas pour tout le monde. Mais les voitures, au début, les automobiles, c'était pas pour tout le monde non plus. C'est toujours pas pour tout le monde. Non, mais enfin, c'est arrivé quand même au bout d'un moment. Alors, sur le futur transhumaniste, hein, il n'est pas forcément inégalitaire. D'abord, il n'est pas certain. Non. Nous sommes en plein potage, en plein brouillard numérique et technologique. À quelle vitesse les biotechnologies vont progresser, à quelle vitesse on pourra agir sur notre génome, sur notre cerveau, est-ce que c'est souhaitable? Par ailleurs, nous avons là-dessus des grosses incertitudes. J'ai sorti récemment un papier qui s'intitule « Mes 7 plus grosses conneries ». Quand on fait de la prospective, on dit une quantité d'âneries absolument incroyable. C'est les seuls qu'on retient d'ailleurs, c'est dommage. Et moi je les retiens très bien, d'ailleurs je publie mes plus grosses conneries technologiques. Donc c'est très difficile, face à des technologies qui évoluent si vite, de prévoir le futur. Donc on va beaucoup se tromper. Et puis, quand on regarde la technologie, en général, on ne voit pas les conséquences politiques et on ne voit pas les interférences entre la société civile et la techno. Et c'est là où il y a les plus grosses surprises. Les plus grosses surprises, c'est pas sur la techno, c'est que fait-on de la technologie, qu'est-ce qu'elle devient, comment on s'en sert. L'exemple du téléphone qui était fait au départ pour écouter l'opéra est l'un des exemples les plus célèbres, mais on peut multiplier les exemples de décalage entre ce qu'on pensait que la technologie allait faire et ce qu'elle a réellement fait. Marx pensait que le chemin de fer allait supprimer le système des castes en Inde. Le patron de General Electric était persuadé qu'avec la radio, et Marconi aussi, cofondateur de la radio, qu'il n'y aurait plus de guerre, parce que les peuples allaient pouvoir communiquer entre eux, qu'ils allaient s'entendre et que ça allait tuer la technologie. Et puis plus près de nous, les gens comme Fukuyama avaient prévu que Internet allait tuer la dictature chinoise avec des slogans absolument incroyables. Le CP, le PC, l'ordinateur, va tuer le CP, le Communiste Party. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. L'intelligence artificielle est un allié extraordinaire du régime dictatorial chinois. Donc, prédire le futur est difficile sur le plan technologique, encore plus difficile sur ses conséquences sociologiques et politiques. Ça va beaucoup tanguer, on va dire beaucoup de bêtises, on va beaucoup se tromper. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion collective de la société civile sur la techno, parce qu'on a là des enjeux majeurs et on voit très mal ce qui va se passer. Alors, entre les gens qui cauchemardisent à outrance et puis les gens comme Kurzweil chez Google qui imaginent des progrès transhumanistes incroyables et très rapides et dont le discours est totalement irréaliste, et il faudrait trouver un juste milieu et essayer de domestiquer la technologie à des fins humanistes, parce que on peut avoir des problèmes avec les technologies transhumanistes. La sélection embryonnaire, ça peut conduire à des vraies dystopies, hein, à des schémas de type meilleur des mondes. Les neurotechnologies peuvent avoir des conséquences importantes. L'intelligence artificielle elle-même efface une partie de notre autonomie. Hein. The Economist, le grand journal anglais, s'est inquiété du fait que les intelligences artificielles arrivent à prédire avec un bon pourcentage de succès si on est hétérosexuel ou gay, à partir d'une seule photo de nous. Donc effectivement, ces technologies ont des pouvoirs incroyables qu'il va falloir encadrer, et je ne suis pas du tout pour ne pas encadrer nos droits face à la technologie. Donc ça va être un sujet très compliqué et... Non, c'est pas aux savants de faire un projet de société. Et tous les discours des savants sont des discours sectoriels. Il n'y a aucun savant qui connaît toute la science, qui puisse parler de climatologie, de génétique, du boson de Higgs, des ondes gravitationnelles, etc. Donc, l'honnête homme du XVIIIe siècle, il est mort. C'est impossible. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun savant capable de dire ce que peut la science aujourd'hui, sauf dans les domaines où il est spécialisé. Oui, mais tu vois, le politique prend des décisions transversal alors qu'il ne connaît pas non plus tous les sujets. Il fait des arbitrages. Non, mais prendre une décision, c'est toujours en méconnaissance de cause. Par exemple, si Eisenhower avait eu des connaissances sur la météo du 6 juin 1944, les vraies connaissances,
il n'aurait pas lancé l'attaque. Il aurait attendu d'avoir une certitude. Pourquoi? Parce qu'elle aurait été plus grave ou moins grave? Oui, il fallait prendre des risques, ça veut dire décider en méconnaissance de cause. Il n'avait pas beaucoup le choix. Pour des raisons de Oui, marée, après, il y avait des raisons qui faisaient qu'on était obligé d'y aller, même si... Non, mais même si le temps était... Parce que le problème, c'est que s'il faisait trop beau, l'aviation pouvait couler les navires. voilà, c'est un problème disons compliqué et il fallait décider sans tout connaître. Bon. Ouais. Maintenant, que les scientifiques fassent des promesses, par exemple, promettre la mort de la mort, c'est quand même un truc un peu violent. Par exemple, faisons une expérience de pensée. Imaginons que dans l'humanité apparaissent 2 ou 3 individus immortels. Première question, comment est-ce qu'ils le sauront? Comment est-ce qu'ils le sauront? Il faut attendre combien de temps pour savoir qu'on est immortel? Un temps infini? Bon, un temps infini. Donc ils le sauront jamais. C'est une bonne question, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Deuxièmement, imaginons qu'ils le sachent. Et même vivre 1000 ans, il faut attendre l'an 3000. Hein. Non mais, imaginons maintenant qu'ils le sachent. En quoi ça va changer leur vie? Ben, ils vont vivre sans doute terrés dans leur lit, parce que Ils auront peur de mourir. en sortant dehors, ils risquent de perdre l'immortalité, ce qui est beaucoup plus grave que de perdre la vie. Ouais. Donc, C'est plus emmerdant de mourir à 50 ans quand on vit 5000 ans que quand on a une espérance de vie moyenne de 55 ans. Il y a plus d'années de perdu. Et puis surtout, il va falloir forcément Non. arrêter de faire des bébés. J'ai invité une jeune romancière de science-fiction qui imaginait qu'il y avait l'immortalité, et la première décision qu'on prenait, c'était que plus personne n'avait le droit de faire d'enfants. Mais il y a aussi la réponse de Jeff Bezos, le patron d'Amazon et homme le plus riche du monde, qui est de dire qu'il faut envoyer 1000 milliards d'astronautes à la conquête de la Voie lactée. C'est la raison pour laquelle il investit tant dans ses fusées Blue Origin. Il va un peu moins investir parce que son divorce lui a coûté 35 milliards de dollars, ce qui va diminuer. Et la réponse à ce problème n'est pas simplement budgétaire. C'est-à-dire un autre problème. Pas dit que c'était seulement budgétaire. Hein. C'est-à-dire que dans les mêmes canaux de communication circulent des informations, des opinions, des commentaires, des croyances, des connaissances, qui ont des statuts différents. Mais le fait qu'elles soient dans les mêmes canaux fait que les statuts respectifs se contaminent, il y a des amalgames, une croyance est considérée comme une connaissance, une croyance, etc. Et donc je pense qu'il y a un gros travail de pédagogie à faire, en effet, puisque, en fait, on peut se moquer des gens qui seraient ignorants en sciences, mais en fait tout le monde, dans nos sociétés postmodernes, a beaucoup de connaissances scientifiques. Tout le monde sait que la Terre est ronde, par exemple. 9% des Français pensent qu'elle est plate. Vous avez quand même pas cru ce sondage débile. Mais bien sûr que je Ça suis. fait 6 millions de Français, enfin. Vous pensez vraiment qu'il y a 6 millions de Français qui croient que la Terre est Plusieurs plate? de mes chauffeurs Uber m'ont expliqué que la Terre était plate. Mais parce qu'ils se moquaient de vous. Absolument pas. Comme les gens qui ont répondu ça se sont moqués des sondeurs qui Absolument leur posaient pas. des questions. En tout cas, Il faut sortir des beaux quartiers. Non, Alors, 6 millions attendez. de Français. En tout cas, c'est facile de se moquer des gens qui pensent que la Terre est plate. Je ne me moque pas. Non mais moi je connais des gens qui s'en moquent. Mais maintenant, demandez à ceux qui savent qu'elle est ronde, demandez-leur, au fait, comment est-ce qu'on a su qu'elle était ronde? Dans l'histoire des idées, ils disent, il y a des photos de satellites, mais bien avant les photos de satellites, on le sait depuis des millénaires. Comment est-ce qu'on l'a su? Et comment cette connaissance est devenue une connaissance dans l'histoire des idées et a fini par contredire les croyances et les annuler? Eh bien ça, on le sait peu. Et donc nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances qui nous fragilise quand il s'agit de débattre avec des gens qui ont des croyances. Et là, c'est un travail de pédagogie, disons. Néanmoins, sur